Voici quelques jours, on a commémoré le 62e anniversaire de la tragédie du bois du Casier. Pour les habitants de Belgique en général, mais surtout plus particulièrement de la région de Charleroi, cet événement a une signification particulièrement importante puisque toute une série de familles ont connu, je dirais, parmi leurs membres, les conséquences de cette catastrophe. Je me suis permis, et je trouvais qu'il était particulièrement opportun dans ce cadre-là, d'interviewer le directeur du site muséal du Bois du Casier, qui se trouve dans la commune, ou plus exactement dans une section de la ville de Charleroi, à savoir Marcinelle, en Belgique donc. Bonjour, Bonjour. Je suis donc avec Jean-Louis Delatte, qui est historien de formation et que je connais depuis très longtemps, on peut le dire, plus de 30, près de 40 ans. Près de 40 ans, voilà. Je lui ai proposé de subdiviser l'entretien que nous allons avoir en 3 parties. Dans un premier temps, il va s'agir de situer le contexte industriel, le contexte migratoire de la bataille du charbon qui va se dérouler au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Il va nous en expliquer les raisons et les conséquences. Dans un deuxième temps, il va nous expliquer ce qui s'est passé lors de la tragédie de 1956, ici à Marcinelle, et les conséquences que cette tragédie va avoir. Et enfin, dans un troisième temps, il va exposer dans quel cadre on a créé ce site muséal du Bois du Casier et quelles sont les difficultés qui vont être rencontrées à cette occasion. Donc, première question que je te pose, Jean-Louis, c'est celle-ci. J'ai évoqué la bataille du charbon. Est-ce que tu pourrais dire chronologiquement quand elle se situe et à quelle occasion elle se déclenche? Donc on est à la fin de la Seconde Guerre mondiale, et même avant que le 8 mai 1945 n'arrive, la Belgique est inquiète de l'après-guerre et notamment des fournitures en charbon, donc de la production de charbon. Le charbon, c'est l'énergie première de l'époque. Et la Belgique est riche, relativement, en charbon, ce qui est une chance et ce qui a permis la révolution industrielle, puisque cette révolution industrielle était basée sur l'extraction du charbon qui alimentait la sidérurgie, qui alimentait les verreries, la chimie. Et les Belges, les Wallons, mais aussi les Flamands qui depuis des décennies viennent travailler en Wallonie, parfois s'y installer. Donc la classe ouvrière a des racines des deux côtés de la frontière linguistique, on l'oublie trop souvent, ne veulent plus descendre dans le fond de la mine. C'est un métier insalubre, dangereux et mal payé. À l'époque, mal payé. C'est après la guerre et lors de la bataille du charbon que les salaires vont justement s'améliorer. Et donc, on fait appel d'abord aux prisonniers de guerre allemands. Il y a 50 000 prisonniers de guerre allemands, et la Belgique va recevoir ces prisonniers de la part des Alliés et pouvoir les occuper dans le fond des mines. Donc ce sont 52 000 exactement prisonniers de guerre allemands qui seront occupés dans des conditions lamentables, encore pire sur le plan de la sécurité, de l'insalubrité que ce qu'avaient connu les travailleurs belges avant la guerre et même pendant la guerre. Ils payaient ce qu'ils nous avaient fait, donc oui. C'était dans le contexte de l'époque normal. Et d'ailleurs, la venue des Italiens, c'est aussi normal, parce qu'ils étaient alliés avec les Allemands, il faut se rappeler de tout cela. Hein. Bon, nous, on juge cela avec des yeux contemporains, mais il faut se replacer dans la situation de l'époque.
Et ces travailleurs, prisonniers de guerre, pas payés ou nourris à peine, vont être occupés pendant 2 ans. Et il faudra que les Alliés s'en inquiètent auprès du gouvernement belge pour qu'ils soient libérés. Et question, où va-t-on trouver cette main-d'œuvre? Donc on ne réfléchit pas, on ne va pas dire on va améliorer les conditions de sécurité, de salubrité, les salaires dans les mines. Bon, c'est vrai qu'on commence cette bataille du charbon, des affiches, on parle d'un statut du mineur, mais franchement, ce n'est pas quelques améliorations pécuniaires, de livraison de charbon gratuite, de logements qui feront revenir des milliers, des dizaines de milliers de travailleurs belges dans les mines, puisque en Wallonie, à ce moment-là, la sidérurgie, les verreries ont peu souffert des hostilités, donc l'industrie reprend, donc le charbon manque, mais la main-d'œuvre belge wallonne va principalement dans ces grands secteurs industriels, et ce ne sont pas quelques améliorations qui vont séduire cette main-d'œuvre belge pour retourner dans les mines. On se tourne vers les Polonais. D'abord, c'est le premier réflexe, parce que la Pologne est un pays du charbon. Les Polonais sont existants dans les mines belges depuis les années 20, années 30, mais la Pologne est derrière le rideau de fer. Et donc, le deuxième choix, c'est l'Italie. Et donc, en juin 1946, gouvernements belges et italiens vont signer un accord, protocole d'accord, hommes contre charbon. Donc, l'Italie envoie 50 000 jeunes travailleurs, 50 000 prisonniers de guerre allemands, 50 000 jeunes travailleurs italiens qui vont prendre au début la place des travailleurs, des prisonniers de guerre allemands dans les camps de prisonniers. Donc ça paraissait logique dans la réflexion des politiques de l'époque, des politiques et des patrons charbonniers. Jamais oublier que les deux, sont liés, ce patronat charbonnier et le gouvernement belge de l'époque travaillent main dans la main, puisqu'on est dans un gouvernement d'union nationale pendant un certain temps, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et l'Italie, elle, sort de 20 années de fascisme, exsangue, avec 2 millions de chômeurs, une situation lamentable. Et donc, d'un côté comme de l'autre, bon, il n'y a pas 36 choix à faire, donc on accueille ici ces travailleurs italiens de façon lamentable, et du côté italien, on est content de se décharger de personnes qui pourraient peut-être être des agitateurs. L'Italie, à ce moment-là, est peut-être, avec un parti communiste très fort, la Yougoslavie, l'armée rouge pas loin, donc il faut recontextualiser les choses. Donc l'Italie ne met pas trop de conditions, et donc ces travailleurs arrivent ici et en fait vont être surpris des conditions de travail, vont pour beaucoup vouloir soit rentrer, quand même une très petite minorité, ils venaient ici pour 5 ans, ils devaient faire 5 ans dans le fond, sinon ils étaient ramenés en Italie, escortés par des gendarmes jusqu'au petit château à Bruxelles, et puis ils reprenaient le train vers l'Italie. Donc la plupart, néanmoins, changeaient continuellement de charbonnage. C'était agaçant, ils n'étaient pas assez formés, ils changeaient de charbonnage, et donc assez rapidement, pour les patrons charbonniers, qui néanmoins appréciaient tout de même la volonté de cette main-d'œuvre. Les main-d'œuvre italiennes, ce sont des gens volontaires, mais pour mieux les fixer, assez rapidement, dans les années qui ont suivi, on a fait venir les familles de ces mineurs. Donc au lieu d'être uniquement des mineurs qui remplaceraient ces prisonniers de guerre, c'est devenu une immigration de peuplement. Et ces familles, la moitié, 70-80 années après, on peut estimer que la moitié de ces familles sont restées et ont fait souche en Belgique. C'est ce qui explique donc le nombre d'Italiens dans la région de Charleroi et dans toute la Wallonie, et même en Campine, puisque quand ces travailleurs arrivaient, en train, après un examen qu'il soit physique, mais également policier, médical, à la gare de Milan, donc amenés dans toute l'Italie avec ces
fameuses affiches roses dans les villages promettant des conditions. Et c'est vrai que, bon, il faut aussi se replacer dans le contexte de l'époque, c'était presque la famine. Il suffit de regarder les films du cinéma italien. Et que même la situation que nous jugeons lamentable de logement, assez rapidement, c'est vrai, les familles vont quitter ces baraquements. Et en 1956, il restera très peu de baraquements 10 ans après. Mais les familles sont néanmoins logées souvent dans des logements insalubres, mais qui parfois sont beaucoup mieux que les conditions qu'ils avaient en Italie. Hein, donc, même si c'était lamentable, c'était parfois mieux que ce qu'ils avaient connu en Italie, mais avec un racisme aussi autour d'eux. Donc une immigration difficile, mais progressivement, donc, ces travailleurs vont faire souche et vont progressivement prendre, je vais dire, leur marque ici, et aussi dire, et ça c'est souvent ignoré, que dans le bassin de Charleroi, il y avait une ancienne immigration italienne. Dès les années 20, les charbonnages de Monceau-Fontaine avaient fait venir des milliers de travailleurs italiens, surtout de Vénétie. Et ces travailleurs italiens de la première émigration ont été un peu des intermédiaires, des interprètes. Angelo Galvan, qui est souvent cité, le renard du casier, le chef porion au bois du casier, était issu de cette première immigration. Et donc, je vais dire, tout s'est fait de façon, je vais dire, presque une certaine souplesse, néanmoins, même si ce déracinement a été dur pour ces familles. Et donc voilà tout le contexte. En quelques années, il y a des dizaines de milliers de travailleurs italiens, bientôt plus de 100 000 Italiens en 1956, 150 000 Italiens avec les familles qui vivent en Belgique. Et donc c'est une émigration pour les Italiens organisée, hein, donc d'État à État. Nous souvent on fait le rapprochement avec les migrations aujourd'hui et directement du côté italien. Ah oui, mais nous on était demandés, nous on venait avec un papier. Donc, est-ce que je crois qu'il n'y avait pas un deal aussi quant à l'exportation de charbon en Italie. Et donc contre le fait, homme charbon contre le fait que l'Italie recevrait 3 millions de tonnes de charbon, qu'elle n'a jamais reçu, mais des tonnes de charbon, Jean-Michel, payantes. C'était donc la situation était telle à la fin de la Seconde Guerre mondiale que même avoir un quota de livraison de charbon, mais payant, c'était déjà pour l'Italie une assurance. Mais pourquoi l'Italie n'en a pas voulu? Et ça explique le problème de l'industrie belge. Le charbon belge était trop cher par rapport aux autres charbons. Donc on est ici en Belgique, en Wallonie, dans le sud du pays, révolution industrielle au XIXe siècle. La plupart des sites miniers, des extractions charbonnières datent d'avant ou de juste après la guerre de 14. Donc en 1956, dans un charbonnage comme celui du bois du casier, on est avec du matériel qui, en gros, date de la Première Guerre mondiale, qui a été calibré bien avant la bataille du charbon. En fait, en 1955, la veille de la catastrophe, c'est le maximum de production au bois du casier. Donc on a poussé l'extraction avec souvent du matériel ancien, non proportionné pour de telles productions, et dans un charbonnage comme celui-ci, qui était dit un sale charbonnage, parce que c'était une petite société avec des actionnaires qui étaient vigilants à un franc dépensé pour la sécurité du travailleur, c'était 1 franc en moins pour les dividendes des actionnaires. Donc on avait une relation intime. C'était différent dans les grosses sociétés où il y avait des ingénieurs, il y avait des bureaux d'études qui dépendaient parfois de la Société Générale de Belgique ou de la Banque de Bruxelles, qui avaient aussi une image de marque, qui avaient une réflexion sur un plus long terme et donc d'investissement. Donc ici, c'est une petite société où on regarde à tout et qui ne fonctionnait peut-être pas très bien. Donc que la catastrophe ait eu lieu ici, peut-être qu'il y avait une logique. Et quelques mois avant la catastrophe, est publiée une brochure, 6 mois dans l'enfer d'une mine belge,
que Jean Van Lierde, l'un des premiers objecteurs de conscience, même avant que l'objection de conscience n'existe, mais donc il avait dû faire son service militaire dans le fond de la mine, si l'on veut, eh bien, il décrit 6 mois dans l'enfer d'une mine belge, au bois du casier. Alors, pour clore cette grande introduction, mais qui est plus qu'une introduction, disons, ce chapitre sur le contexte dans lequel va s'inscrire donc cette tragédie de 1956, si je comprends bien, dans le prolongement de ton explication, on peut donc dire que les deux chocs pétroliers de 74 et de 79 n'ont fait qu'accélérer le déclin wallon et ne sont donc pas, comme on l'explique souvent, la cause de ce déclin et du déclin économique de la Wallonie. À ce moment-là, la Wallonie avait déjà connu un fort déclin. C'est ça, donc, mais voilà, mais je crois que ça méritait d'être rappelé oui, tout à fait. Pour le grand public, parce que... La fermeture des mines wallonnes, c'est 58-59. C'est bien ça. Il faudra une dizaine d'années pour que la plupart des mines ne ferment, il en restera quelques-unes, mais parce que le charbon wallon est trop cher, parce que l'extraction n'est pas assez optimisée, oui. Mais parce que c'est un bassin difficile à exploiter, ce sont de petites veines de charbon, 40 cm, en Pologne, en Ukraine c'est 2 mètres. C'est ça. Voilà. Donc ce qui exige beaucoup de moyens pour finalement extraire peu de charbon. Et donc des travaux à plus de 1000 mètres à la fin de l'extraction. Aussi le fait que pour les gros financiers, l'industrie reine c'était la sidérurgie. C'est la sidérurgie qui devait engranger les bénéfices. Et donc les charbonnages étaient vus comme une industrie d'apport et non pas de l'industrie reine comme les charbonnages ont pu l'être au XIXe siècle. Donc toute une série d'explications et peut-être aussi finalement une main-d'œuvre qui était relativement peu productive par rapport aux main-d'œuvre allemandes et ou polonaises ou anglaises. Oui. Avant donc d'aborder maintenant la tragédie, ce sera la deuxième question. On peut donc dire que cet événement qui se situe donc dans la deuxième moitié des années 50 en Wallonie n'annonce pas vraiment ce qu'on a appelé donc les Golden Sixties, qui ne furent pas si dorés que cela en Wallonie. Non, même si la sidérurgie se développe énormément, la verrerie connaît néanmoins c'est le début de Laverbelle, oui. PSN, oui. Pour nos amis français. Et finalement, la fermeture des mines sera la cause de beaucoup de fermetures de sous-traitants. C'est ça. De corderie, de construction, de mécanique, qui tournaient autour des... Il y avait une centaine, encore à l'époque, une centaine de mines en Wallonie. Donc sans mines, la maintenance, c'était tout un secteur. Au-delà des 100 000 mineurs, il y avait beaucoup d'autres travailleurs qui étaient liés à cette industrie. Et donc c'est vrai que les Golden Sixties n'étaient pas si vrais que cela pour la Wallonie. Et la catastrophe du bois du casier. Voilà. Alors, ma question suivante, puisque je l'annonçais depuis quelques minutes, je te demanderai peut-être d'expliquer donc quelles sont les causes immédiates et plus lointaines, parce que je crois que tu as évoqué des causes plus lointaines, de ce qui s'est passé donc au mois d'août 1956 à l'endroit où nous sommes ici, c'est-à-dire sur ce site du bois du casier à Marcinelle. En fait, à 975 mètres sous terre, oui. L'encageur, la personne qui poussait les wagonnets dans la cage d'ascenseur, a pensé que l'ascenseur était à l'arrêt devant son poste. Mais il n'est resté que quelques instants. Mais le temps, lui, était suffisant pour pousser un wagonnet plein. Un wagonnet vide est sorti de l'autre côté de la cage d'ascenseur et la cage est remontée à ce moment-là. Et le wagonnet qui était sortant a arraché une poutrelle en remontant dans le puits. Cette poutrelle a sectionné une conduite d'air comprimé, des câbles électriques et une conduite d'huile. Et lui, il a pété, je vais dire, et avec l'étincelle du câble électrique, ça a entraîné un incendie.
et c'est le début de la catastrophe. C'est un incident, un wagonnet mal encagé dans l'ascenseur, c'était un incident qui se produisait relativement souvent, mais directement il a eu des conséquences importantes à cause notamment de l'huile. L'huile n'était plus utilisée dans la plupart des charbonnages, mais ici c'était encore d'anciennes méthodes, et donc il y avait des conduits d'huile, je vais dire, dans le puits à côté d'air comprimé et d'électricité. Et donc voilà, l'incendie a pris au puits d'entrée d'air, et comme la ventilation a continué à aspirer l'air au puits de retour d'air, l'incendie s'est propagé dans les deux puits très rapidement. Et en fait, la plupart des travailleurs sont morts asphyxiés. Ensuite, bien sûr, des corps ont été brûlés, d'autres corps se sont retrouvés dans l'eau, puisque l'eau a commencé à remonter quand on a arrêté toute la machinerie. Et voilà, donc il n'y a eu que 13 rescapés le premier jour. Alors, en fait, il y avait 275 travailleurs qui étaient descendus ce jour-là. Heureusement, c'était l'été, donc c'était un poste relativement faible, et donc 262 victimes de 12 nationalités différentes. Et donc l'encageur Iannetta, pour dire son nom, Iannetta avait mal compris les ordres donnés par la surface, parce que tout se faisait par un système de sonnerie. C'est ça. Une sonnerie voulait dire quelque chose, 2, 3, il y avait jusqu'à 10 sonneries. Et en plus, il y a eu une mauvaise compréhension linguistique aussi entre ouvriers. Et donc voilà, et en fait, finalement, après bien des années, un premier procès, puis un procès en appel, il n'y a eu que le directeur des travaux qui était condamné justement pour le mauvais système de relation entre la surface et le fond. Et donc, donc ça, c'est l'incident qui a provoqué la catastrophe. Mais il y a le contexte dans lequel cela s'est passé. Je le disais, donc d'anciennes techniques ici encore utilisées. Un règlement des mines qui n'était pas à la hauteur, parce que les casques auto-sauveteurs, donc notamment de protection contre le CO2, puisque la plupart des travailleurs sont morts asphyxiés, c'est pas qu'on aurait pu sauver tout le monde, mais certains auraient pu néanmoins continuer à essayer de se sauver à travers les galeries. Parce qu'il faut voir le fond d'une mine, surtout d'anciens puits comme ceci, ce sont des centaines, si pas des kilomètres de galeries. Et donc les mineurs, et justement on parlait tout à l'heure d'Angelo Galvan, le renard du casier, qui était chef porion ici, connaissait le fond comme sa poche. Et donc ils ont à tous les niveaux, tous les étages, ensuite dans toutes les galeries, essayé de retrouver dès les premiers jours. Il se doutait qu'il n'y avait plus de survivants, puisque même en dessous du 975 mètres, 975 mètres, il y avait, les mineurs étaient morts aussi. Donc c'était certain que donc, tous ceux qui étaient au-dessus... C'est vraiment 1 kilomètre. Donc, oui, tout à fait, plus d'un kilomètre. 1 kilomètre, Voilà, donc, la responsabilité individuelle, il y a bien sûr cet encageur qui, lui, a pu remonter. Pauvre homme, finalement, il est parti au Canada assez rapidement. Bon, il y a toute une série d'histoires sur le roi du casier. On l'a fait se sauver parce que, en fait, il y avait des travaux qui avaient peut-être lieu. Surtout une tragédie qui fait 262 victimes, 262 familles meurtries, 262 interprétations quelque part. En plus, bien sûr, les familles en Italie, 12 nationalités, les familles en Flandre, puisqu'il y avait des travailleurs flamands qui continuaient à venir travailler tous les jours. Ils prenaient le car dans la région de Diest, Aarschot, en Brabant flamand, prenaient les nationales à l'époque pour venir jusqu'ici, pour être là à la pause de 7 heures, et rentraient chez eux le soir, et le week-end, ils avaient encore un lopin de terre à cultiver dans leur village. Donc, c'est toute une époque d'anciens prisonniers de guerre allemands qui étaient restés, ils avaient rencontré des femmes belges, d'anciens prisonniers de guerre russes, ukrainiens, soviétiques à l'époque, étaient aussi restés ici, n'étaient pas retournés pour différentes raisons en URSS, d'anciens fascistes hongrois qui avaient combattu avec les Allemands pendant la Deuxième Guerre mondiale, donc voilà, et surtout 136 Italiens, donc, dont 60 de la même région des Abruzzes. 136, c'est plus que la moitié.
Et parmi les Italiens, la moitié provenait des Abruzzes, dont plus de 20 du village de Manopello, un petit village des Abruzzes, qui était particulièrement meurtri, bien entendu, suite à cette catastrophe. Mais parmi, je dirais, les responsables, essentiellement, au fond, c'est le système capitaliste lui-même qui a fait que les actionnaires n'ont pas investi suffisamment d'argent pour les conditions de sécurité. Voilà, parce qu'au fond, la réglementation des mines était plus ou moins respectée, mais cette réglementation n'était pas complète. C'est ça. Et bon, il est évident aussi, et c'est ce que les syndicats et aussi les avocats des parties civiles lors des procès, et notamment des familles italiennes, ont mis le doigt. Et il y a également eu une commission d'enquête du ministère des Affaires économiques à côté des enquêtes judiciaires. Il y a pour certains une collusion entre l'administration des mines, les ingénieurs dans les entreprises, les actionnaires, pour que, bon, bien, on ne voit pas tout ce qui ne marche pas bien. Ça a pu jouer, mais on a joué surtout de malchance, de contraintes et d'un accident relativement commun. Les conséquences ont été rapidement gravissimes. Les mesures de sauvetage ont dû finalement être retardées et les Français et les Allemands sont venus nous donner de l'aide aux centrales de sauvetage belges. C'était surtout le fait qu'on ne puisse pas descendre facilement dans le fond qui a causé le plus grand dommage dans le sauvetage qui aurait pu Et quelles leçons... Et donc 15 jours oui, pour qu'on dise tutti cadaveri. Oui. Et plus d'un an pour retrouver tous les corps. Mais quelles leçons? Bien... Et quelles ont été les conséquences aussi Il y a une conséquence qui fait que le bois du casier est reconnu au patrimoine européen depuis quelques mois, donc par la Commission européenne. C'est qu'au sein de la communauté européenne du charbon et de l'acier, la CECA, qui existait à l'époque et qui est l'ancêtre de l'Union européenne, on a pris de premières mesures pour tous les charbonnages de l'Union européenne, concernant notamment l'âge. En fait, c'était l'interdiction du travail des enfants, des adolescents de moins de 16 ans, mais il y avait toujours quelques exceptions, des stages, qui étaient... là, on a mis complètement fin à ces exceptions, et on a pris des mesures pour obliger au port des masques auto-sauveteurs contre les émanations de CO2. Et donc, on a créé un organe permanent au niveau européen. Au niveau belge, il y a eu une réglementation des mines beaucoup plus sévère. Et tout cela est tombé en même temps, en 1958, que l'annonce de la fermeture des charbonnages wallons. Donc, c'est un peu le chant du cygne, quelque part. Affreux, du casier. Un peu le chant du cygne. Et la conséquence la plus immédiate a été l'arrêt de l'immigration officielle d'État à État entre l'Italie et la Belgique. Donc l'Italie a dit non, je n'envoie plus mes fils, même s'il y avait déjà eu plusieurs sonnettes d'alarme tirées du côté italien, mais bon, qui n'avaient pas eu vraiment de conséquences. Il faut aussi mesurer les responsabilités, et c'est ce que l'on ferait aujourd'hui. Non seulement la responsabilité du conseil d'administration du charbonnage, de l'administration des mines, mais des hommes politiques qui ont permis tout cela. d'Achille Van Acker, d'Alcide de Gasperi. Donc 2 hommes qui ont signé le premier accord en 1946, qui connaissaient, et qui ont connu en tout cas dans les années qui ont suivi, bien, les vraies conditions de travail de ces travailleurs. On pense à Alcide de Gasperi qui est venu d'ailleurs en visite dans les mines belges et qui a certainement entendu et lu des rapports alarmants sur les conditions de travail de ces travailleurs, n'ont pas pris de mesures contraignantes ou d'amélioration forte de cette situation. Donc aujourd'hui, je pense que heureusement, et d'ailleurs c'est l'un des premiers procès, il y a eu combien d'accidents de travail dans les mines, combien de catastrophes, plus de 1000 à Courrières en France, il y en a eu avec plus d'une centaine de victimes plusieurs fois en Belgique, mais il n'y avait jamais eu de procès. Donc c'est déjà, je veux dire, quelque chose d'extraordinaire qu'il y ait eu un procès en 1956, il y en avait eu un
2 ans avant à Liège, au Mani, où justement l'administration des mines avait été mise en cause. Et donc en 1956, l'administration des mines et les ingénieurs des sociétés charbonnières se tiennent pour ne pas connaître les mêmes condamnations qu'au Mani dans la région de Liège. Entendu. Alors, maintenant, le site sur lequel nous nous trouvons pour l'instant, a-t-il été conçu à l'origine, j'imagine que c'est le politique qui a joué un rôle essentiel là-dedans, mais si ce n'est pas cela, tu me contrediras, bien entendu, dans un but d'abord mémoriel ou avec des objectifs scientifiques, puisque tu es historien et tu es à la tête donc de ce site muséal. Mais personne n'en voulait du site. L'une des autres conséquences du bois du casier, de la catastrophe, c'est bien sûr l'intégration des Italiens. Et les Italiens, s'ils n'étaient, quand je dis les Italiens, les Italo-Belges, bien entendu, s'ils n'étaient pas là, il n'y aurait pas de bois du casier. Parce que le mouvement, c'est un mouvement d'opinion au début. Les hommes politiques ont suivi, comme ils suivent très souvent. Oui. Donc en 86, on a entendu, lors du 30e anniversaire de la catastrophe, que le charbonnage était une ruine. Il commençait vraiment, il s'était arrêté en 1967 définitivement, on a encore continué quelques activités, également la captation de grisou par Distrigaz, mais progressivement le charbonnage était vandalisé et allait disparaître, rasé. Bon, certains ont parlé d'une surface commerciale, comme beaucoup d'autres charbonnages. Bon, on n'a pas le document qui prouve qu'une demande a été introduite à l'époque, mais il y a un mouvement d'opinion. Donc il y a 15 000 signatures sur une pétition non, le bois du casier ne doit pas disparaître. Et qui est à la base de cela? La mission catholique italienne de Marcheno-Pont, les associations de mineurs, d'anciens mineurs qui se créent à l'époque. 84, c'est la fermeture du dernier charbonnage wallon, pas loin d'ici, le Roton, à Farciennes. Et donc, il y a une inquiétude. Est-ce que toute cette histoire, toute cette souffrance, va-t-elle disparaître? Et non. Donc, après ce mouvement d'opinion, progressivement, la ville de Charleroi, la région wallonne vont suivre ce mouvement d'opinion. Et c'est grâce à ces quelques personnes que 25 ans après, le site est reconnu au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc, rasé peut-être en 86, reconnu au patrimoine mondial en 2012. Donc ça prouve que, franchement, quand on a un bon dossier, quand on a vraiment envie de se battre pour une juste cause, il faut le faire et on peut gagner. Et donc, néanmoins, la région wallonne a bien entendu le message et à partir de 94, le bois du casier était inscrit dans les fonds structurels européens. Donc 50% des budgets consacrés qui tournent autour de 25 millions d'euros, près de 50% ce sont des fonds européens. Et autant sur le plan site d'activité économique désaffecté, parce que c'est une ruine dans un quartier relativement aéré, c'était vraiment un chancre, et ensuite l'axe tourisme, puisque la Wallonie est compétente en matière de tourisme, et c'est ainsi qu'on a reçu comme mission, en 2001, la SBL que je dirige depuis bien longtemps, comme mission d'animer le site, mais en conservant le socle qu'est le devoir de mémoire. Donc le bois du casier, c'est autre chose qu'uniquement la catastrophe. On a transféré un musée de l'industrie ici, qui raconte l'histoire surtout de la sidérurgie et de la révolution industrielle. Il y a un musée du verre qui est installé aussi. Il y a des promenades sur les terrils. Et donc tout cela est notre mission, mais la première mission, c'est bien entendu le devoir de mémoire. Et du devoir de mémoire, on est passé progressivement à une ambition de site de conscience. Il ne faut plus que des événements comme ceux qui se sont déroulés à Mercinel se reproduisent de façon trop évidente, trop facile, trop récurrente. Les accidents de travail, bon, ils s'en passent tout le temps, donc c'est une préoccupation. Il faut continuer à parler de Mercinel pour qu'il y ait toujours cette sensibilisation. Bon, un viaduc vient de tomber en Italie, bon, on voit tout le mouvement d'opinion, l'inquiétude partout. Il n'y a pas que ce viaduc-là qui serait en mauvaise
qualité de conservation. Donc, première leçon de Marcinelle. Et la deuxième, accueillir convenablement les immigrés. Qu'ils viennent par accord ou qu'ils ne viennent pas par accord d'État à État, mais la démarche est la même. Ils quittent leur pays pour améliorer la situation de leur famille. Les Italiens en 1946, ils sont venus en Belgique, pas pour nos beaux yeux, pas parce qu'il y avait un accord d'État à État, non, pour améliorer leur sort et le sort de leur famille. Donc les démarches sont les mêmes, et donc réfléchissons bien à la façon d'accueillir, et réfléchissons bien à une histoire qui se répète sans cesse, même si avec des différences bien entendu, mais il faut tenir compte des leçons du passé. Et donc nous sommes un site de conscience, on fait partie d'une association internationale, et donc nous sommes reconnus au patrimoine mondial, non pas seuls, mais avec 3 autres sites miniers de Wallonie, le Grand Tornu près de Mons, Bois du Luc près de la Louvière et Bleunimine près de Liège, parce que les 4 sites font la reconnaissance. Chacun des sites individuellement ne couvre pas l'entièreté de cette histoire. Histoire reconnue par l'UNESCO comme unique et authentique, l'histoire des mines en Wallonie. Et les 4 vestiges qui demeurent, ces 4 sites miniers, sont les preuves de cette histoire, puisque même en français, le terme houille est un terme wallon. Les Wallons ont exporté leur savoir-faire dans le monde entier, jusqu'en Amérique, en Afrique, et des Européens et même des Nord-Africains sont venus travailler dans leurs mines. Donc ce que l'UNESCO aime parmi les critères à côté de l'intégrité, de l'authenticité des sites, c'est qu'ils sont révélateurs d'une confluence culturelle. Et nous sommes également donc patrimoine européen, comme je l'ai dit, mais là le bois du casier seul, parce qu'il a contribué à la construction européenne. Donc c'est vraiment un travail, je vais dire, après près de 20 ans. Hein, c'est en 1998 que la région wallonne est devenue propriétaire du site. En 2002, on a ouvert le site. Et voilà, on tourne autour de 60 000 visiteurs par an. Pour un site de mémoire, un site relativement difficile d'approche, je trouve que ce n'est pas si mal que cela. Et voilà, donc on serait heureux de vous accueillir à côté de notre entretien, de venir voir au Bois du Casier cette histoire et cette mission que nous essayons de remplir le mieux possible. Eh bien, Jean-Louis, je te remercie infiniment pour ces explications denses, cet exposé fourni qui incitera, en tout cas c'était l'objectif de cet entretien, de nombreux collègues, de jeunes collègues à venir avec leur classe ici, et je rappellerai, puisque j'espère bien qu'ils vont nous écouter très rapidement, nous sommes au mois d'août, la rentrée aura lieu dans une quinzaine de jours, d'inscrire, je dirais, je leur demanderai de ne pas oublier d'inscrire comme projet auprès de leur direction dans les Athénées, dans les établissements secondaires, la visite donc de ce site, d'autant plus que ce chapitre sur la révolution industrielle est prévu au cycle secondaire inférieur des humanités en Belgique en 2e année, donc pour des élèves de, je dirais, 13-14 ans, mais également en 5e année, donc au cycle supérieur du secondaire pour des élèves qui ont aux environs de 16-17 ans. Encore un grand merci, et je suis sûr que non seulement les futurs professeurs d'histoire, c'est-à-dire mes étudiants, les professeurs d'histoire titulaires, mais aussi le grand public, tirera beaucoup de fruits de toutes tes explications, et peut-être les statistiques vont-elles changer dans les mois qui vont venir, et tu y auras certainement contribué. Un grand merci. Merci à toi.